Cette histoire remonte à l'époque où j'étais encore enfant. Ce n'est pas quelque chose que je partage souvent. En fait, j'essaie de ne pas y penser. Chaque fois que ce souvenir refait surface, il me laisse une sensation désagréable et indéfinissable dans l'estomac. Peut-être que le fait de le mettre en mots m'aidera à l'accepter. Ou peut-être que cela ne fera que raviver mes souvenirs. Je vais essayer de le découvrir. J'ai étudié dans un internat loin de la ville. Je suis arrivée là-bas en 4e et j'y suis restée pendant la majeure partie de mes études secondaires. Mon camarade de chambre s'appelait Weston. Au début, nous n'étions que 2 étrangers contraints de cohabiter dans le même petit espace, sans être amis pour autant. Mais avec le temps, nous avons appris à nous tolérer. Notre dortoir était simple. 2 lits, 2 tables et une armoire commune exiguë. Quelques semaines après la rentrée, Weston a commencé à se comporter de manière étrange. La première chose étrange s'est produite sans crier gare. Il est venu vers moi, très sérieux, et m'a tendu un bout de papier plié. Il m'a dit que c'était une liste de choses que je ne pouvais absolument pas apporter dans la chambre, comme s'il s'agissait d'une règle standard à laquelle tout colocataire devait s'attendre. Mais les éléments de la liste, ils n'avaient aucun sens. Je ne me souviens pas de tout ce qui y figurait, mais je me souviens avoir été perplexe. Une règle stipulait que je ne pouvais pas apporter de grenouilles dans la chambre. Des grenouilles. Comme si j'en avais une collection cachée quelque part. Je ne saurais même pas où trouver une grenouille, et encore moins pourquoi j'aurais envie d'en apporter une dans ma chambre. Mais ce qui m'a le plus déconcertée, c'était le sel. Il avait spécifiquement écrit que j'avais l'interdiction d'apporter du sel dans notre chambre. On n'apporte pas de sel dans un dortoir, et de toute façon, la nourriture n'était pas autorisée. Pourquoi cela aurait-il de l'importance ? Le sel n'était pas dangereux. Les gens ne sont pas allergiques au sel. Cela n'avait aucun sens. Ce qui me dérangeait le plus, c'était à quel point il était sérieux. On pourrait penser qu'il essayait d'être drôle, mais Weston n'était pas du genre à plaisanter. Il comprenait à peine ce qu'était l'humour. Et puis, il y avait les chuchotements. Weston avait l'habitude agaçante de murmurer tout seul la nuit. Pas de temps en temps, je veux dire murmurer des phrases entières quand les lumières étaient éteintes. Parfois, il me réveillait et, pendant un instant, je pensais qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la chambre avec lui. Mais c'était toujours lui seul, face au mur, parlant à voix basse à quelqu'un qui n'était pas là. Avec le temps, je m'y suis habituée, ou du moins je me suis convaincue que c'était le cas. Ce qui me dérangeait le plus, cependant, c'était son petit carnet. Il ne laissait personne s'en approcher. Je supposais qu'il était rempli de notes embarrassantes ou de choses inoffensives. Mais ce n'était pas le cas. Il le cachait sous son matelas et, un après-midi, la curiosité a pris le dessus. J'ai glissé ma main sous le matelas, j'ai pris le carnet et je l'ai ouvert. La plupart des pages étaient vierges. Mais certaines contenaient des inscriptions et il m'a fallu moins d'1 seconde pour comprendre ce que je voyais. C'était une longue liste de noms, des noms d'élèves. J'en reconnaissais beaucoup. La plupart étaient rayés, pas tous, mais beaucoup. Mon cœur s'est mis à battre plus fort tandis que je cherchais mon nom sur la liste. Et il était là, caché vers la fin. Il n'était pas rayé. Il était juste là. Il n'y avait aucune explication, aucune note, rien qui m'indiquait la signification de cette liste. Juste des noms, des rangées et des rangées de noms. Si Weston n'avait pas gardé ce cahier comme s'il s'agissait d'un artefact sacré, j'aurais pu le considérer comme une liste de personnes qu'il n'aimait pas ou quelque chose du genre. Mais la façon dont il le protégeait, combinée à ses règles étranges et à ses chuchotements nocturnes, quelque chose semblait clocher, profondément clocher. Pendant plusieurs jours après l'avoir lu, j'ai eu peur qu'il ait compris ce que j'avais fait. Chaque fois que je le voyais, je sentais son regard posé sur moi plus longtemps que d'habitude, comme s'il savait que quelque chose avait changé. Cette peur silencieuse planait constamment au-dessus de moi, m'oppressant un peu plus chaque jour. J'ai commencé à éviter complètement le dortoir. J'avais un bon groupe d'amis, et bientôt, je passais plus de temps dans leur chambre que dans celle que je partageais avec Weston. Parce que, quoi qu'il se passe dans cette chambre, quoi que Weston suivait, je ne voulais plus être près de ça. Puis, un soir, quelque chose s'est produit qui a soudainement justifié toute ma paranoïa. Je me suis réveillée sans raison apparente. Pas de bruit, pas de cauchemar, juste une prise de conscience instantanée. La chambre était complètement sombre. Au début, je ne voyais rien. Mon cerveau a automatiquement supposé que Weston était en train de chuchoter à nouveau,
Mais à mesure que les formes sombres autour de moi devenaient plus nettes, j'ai réalisé que cette fois-ci, c'était différent, bien pire. Weston ne murmurait pas dans son lit. Il était debout, juste au-dessus du mien. Juste là, dans un silence total, sa silhouette se confondant presque avec l'obscurité, sauf pour une chose. Il souriait. Un large sourire figé, comme s'il posait pour une photo dérangeante. Ses mains flottaient légèrement dans les airs, comme s'il s'étirait vers moi et s'était arrêté au moment précis où je me suis réveillée. J'ai crié. Je me suis assise instantanément dans mon lit, le cœur battant si fort que j'avais du mal à respirer. Mais même après avoir crié, il n'a pas réagi. Il n'a pas bougé. Il n'a pas reculé. Il a simplement continué à me sourire, complètement imperturbable. Mes yeux se sont remplis de larmes sous le choc, et, quand j'ai enfin réussi à articuler un « Qu'est-ce que tu fais ?», il m'a simplement répondu calmement que je parlais dans mon sommeil, comme si cela expliquait le fait qu'il se tenait au-dessus de moi au milieu de la nuit, immobile comme une statue, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Je ne savais pas comment réagir. Son sourire n'a pas disparu, et le ton de sa voix n'a pas changé. Toute cette interaction semblait fausse, artificielle, comme s'il manquait quelque chose derrière ses yeux. Finalement, il s'est retourné et est monté dans son propre lit sans dire un mot. Je n'ai pas pu dormir une seule minute après ça. Le lendemain matin, j'ai essayé d'aborder le sujet. Je me sentais plus en sécurité avec le soleil qui brillait, convaincu qu'il reconnaîtrait au moins à quel point cela avait été bizarre. Mais il m'a simplement regardé, comme s'il n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Il n'était pas en colère, juste vide, presque amusé, comme s'il pensait que j'inventais une blague étrange pour attirer l'attention. Je ne savais pas s'il mentait ou s'il ne se souvenait vraiment pas de ce qui s'était passé. Et, honnêtement, je ne savais pas quelle réponse m'effrayait le plus. Après cette nuit-là, la peur ne m'a pas seulement accompagnée, elle a grandi. Ce n'était plus seulement Weston. C'était la chambre elle-même. Elle semblait contaminée d'une manière ou d'une autre, comme si l'énergie étrange qu'il dégageait s'était infiltrée dans les murs. Même quand il n'était pas là, je sentais que je n'étais pas seule. Les choses ont empiré. Environ une semaine plus tard, je suis retournée dans ma chambre et je me suis figée. Il y avait un petit serpent de jardin enroulé sur mon lit, vivant et bougeant. J'ai crié à nouveau et je me suis tournée vers Weston. Il était assis à son bureau, calme comme toujours, me regardant simplement avec une expression vide. Il s'est excusé, disant que ce n'était qu'une blague idiote, mais rien dans le ton de sa voix ou son expression faciale ne correspondait au mot « blague ». Quand je lui ai demandé comment il avait obtenu un serpent, il a semblé confus et a dit quelque chose qui m'a donné des frissons. « Comment ça ? Il y en a partout. » Je ne savais pas quoi répondre. Je n'avais jamais vu un seul serpent près du campus, mais la forêt était suffisamment proche pour que je n'en sois pas certaine. Ce qui m'a le plus effrayée, c'est ce qui s'est passé ensuite. Il a ouvert un bocal en verre posé sur son bureau et l'a posé par terre. Le serpent s'y est glissé de son plein gré, comme s'il reconnaissait le récipient. Comme s'il rentrait chez lui. Tout cela ne semblait pas naturel, ni sûr. J'aurais dû en parler à quelqu'un. Mais j'avais 13 ans. J'avais très peur de ce qu'il ferait. J'étais convaincue que le dénoncer ne ferait qu'empirer les choses. Le point de rupture final est survenu quelques nuits plus tard. Cela a commencé par ce que j'ai pris pour un cauchemar. J'étais en état de paralysie du sommeil, incapable de bouger quoi que ce soit, sauf mes yeux. Au-dessus de moi, au plafond, est apparue une masse sombre et changeante. Ce n'était pas une forme que je reconnaissais, quelque chose entre un nuage et une ombre, ondulant comme si elle respirait. Elle flottait d'avant en arrière, comme si elle cherchait quelque chose, observant. Puis, elle est descendue lentement vers mon lit. Quand elle s'est approchée, quelque chose qui ressemblait à une griffe s'est étiré depuis la masse et a commencé à ramper sur la structure en bois de mon lit, laissant des rayures. Centimètre par centimètre, la griffe a commencé à s'approcher de moi. Juste avant de me toucher, elle s'est retirée violemment, comme si elle avait été brûlée ou repoussée par quelque chose d'invisible. Puis tout est devenu complètement fou. La masse a traversé la pièce à une vitesse incroyable, heurtant les meubles, renversant les objets sur nos tables, déchirant l'armoire, comme si elle était enragée ou souffrait. Puis, d'un mouvement brusque, elle s'est jetée contre la fenêtre. Le verre s'est brisé violemment, et la chose a disparu dans la nuit. Au moment où j'ai entendu la fenêtre se briser, j'ai ouvert les yeux. Mais le plus effrayant, c'est que je me trouvais déjà face à la fenêtre brisée, comme si je l'avais regardée tout ce temps. Et le verre,
était réel. La fenêtre était vraiment brisée. Des éclats tombaient encore sur le sol. Rien dans cet incident n'appartenait au monde des rêves. C'était vraiment arrivé. La pièce était exactement la même que dans mon rêve, jusque dans les moindres détails. C'était comme si la réalité avait copié mon cauchemar image par image. Même si je savais que j'étais réveillée, mon corps ne répondait toujours pas. J'étais conscient, terrifié, incapable de bouger un muscle. Puis j'ai remarqué quelque chose qui a rendu les choses encore pires. Les rayures sur la structure de mon lit étaient réelles et se trouvaient exactement à l'endroit où la griffe de mon rêve avait rayé le bois. La peur restait collée à ma poitrine, mais la paralysie disparaissait peu à peu. Dès que j'ai pu bouger, la première pensée qui m'est venue à l'esprit était que Weston avait fait tout cela d'une manière ou d'une autre. Je suis sortie du lit en titubant et j'ai couru vers lui. Il dormait profondément ou faisait semblant de dormir. Il ronflait même doucement. Mais après tout ce qu'il m'avait fait subir, je n'y croyais pas. Je l'ai attrapé par les épaules et j'ai commencé à le secouer, convaincu qu'il faisait semblant. Mais il ne s'est pas réveillé. Plus je le secouais, plus la panique montait dans ma gorge. Non seulement parce que je voulais qu'il se réveille, mais aussi parce qu'une partie de moi avait désespérément besoin qu'il soit responsable de tout cela. Parce que l'alternative signifiait que ce que j'avais vu n'était pas un rêve. Cela signifiait qu'il y avait autre chose dans la chambre avec nous. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Je voulais tellement blâmer Weston, avoir quelqu'un d'humain à qui attribuer la responsabilité, quelqu'un qui pourrait rendre la situation moins impossible. Mais il continuait à dormir. C'était trop. Je suis retournée dans mon lit, je me suis recroquevillée et j'ai pleuré jusqu'à ne plus pouvoir respirer correctement. La fenêtre cassée était réelle. Le désordre dans toute la chambre était réel. Les rayures sur le cadre du lit étaient réelles. Tout cela n'était pas seulement un cauchemar. Quelques minutes plus tard, Weston s'est enfin réveillé tout seul. Il a regardé autour de lui, les yeux écarquillés, véritablement choqué. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il avait compris que, quoi qu'il se soit passé, nous avions traversé cela ensemble. Mais cet espoir s'est rapidement évanoui. Au lieu de me demander si j'allais bien, il m'a accusé d'avoir détruit ses affaires. Nous avons commencé à nous crier dessus, tous deux paniqués pour des raisons complètement différentes. Et puis Weston a perdu le contrôle. Il s'est mis à siffler, vraiment siffler, comme un animal enragé. Puis, il s'est mis à crier dans une langue rauque et inconnue que je n'avais jamais entendue de ma vie. Cela ne ressemblait pas à un charabia sans queue ni tête. Cela semblait réel, mais je ne reconnaissais rien. Tout cela semblait dépasser les limites de ce dont les gens normaux sont capables. J'ai sincèrement cru qu'il allait m'attaquer. Après cela, tout est devenu confus. Un RA a dû entendre les cris, car il a fait irruption dans la chambre et nous a tirés dans le couloir. J'étais trop bouleversée pour discuter. Ils m'ont mis dans une chambre vide pour passer la nuit, juste pour que nous puissions être séparés. Et au début, je me suis sentie plus en sécurité. Cela a changé dès que je me suis réveillée. La chambre était glaciale, et il m'a fallu 1 seconde pour comprendre pourquoi. La fenêtre était ouverte. J'étais sûre de l'avoir laissée fermée. Personne d'autre n'avait accès à cette chambre. Ce détail à lui seul a détruit toute explication logique à laquelle je m'accrochais. Le lendemain matin, l'un des assistants résidentiels m'a dit que je devais récupérer mes affaires dans mon ancienne chambre. Quand je suis arrivée, toutes les affaires de Weston avaient disparu. Complètement. Comme s'il avait déménagé à l'aube. Personne ne m'a dit pourquoi. Ils m'ont simplement attribué un nouveau dortoir et un nouveau colocataire. Et quand j'ai posé des questions sur Weston, ils m'ont répondu qu'il n'était plus quelque chose dont je devais me soucier. Je ne l'ai jamais revu. Honnêtement, le reste de mon séjour dans cette école est à peine présent dans ma mémoire. C'est comme si mon cerveau avait décidé de fermer les portes et d'enterrer tout cela sous une épaisse couche de brouillard pour survivre. Je n'ai toujours aucune idée de ce qui n'allait pas chez ce garçon, ni de ce qui pouvait être en jeu. Et pour l'instant, je ne veux pas le savoir. J'ai repassé cette nuit 1000 fois dans ma tête, essayant de rassembler les pièces du puzzle. Mais rien n'a de sens. La fenêtre avait été brisée de l'intérieur. Si quelque chose l'avait heurtée de l'extérieur, il y aurait eu des débris dans la chambre. Je continue d'essayer de me convaincre que Weston a pu faire cela, mais je n'y arrive pas. Il dormait profondément, trop profondément pour faire semblant, et je me suis réveillée instantanément après le rêve. Si c'était lui qui avait brisé la fenêtre,
Je l'aurais vu revenir se coucher. Peu importe comment j'envisage la situation, une conclusion demeure. Quelque chose de surnaturel s'est produit cette nuit-là. Et cela m'effraie de penser que j'ai peut-être vu de mes propres yeux que ce que je pensais être un cauchemar n'était pas un rêve. Quand j'étais plus jeune, mes parents m'envoyaient chaque été passer 2 semaines à la ferme de mes grands-parents en Pennsylvanie. La propriété s'étendait sur environ 40 acres, presque entièrement recouverte d'une forêt dense. En fait, il y avait plus d'arbres que de terres cultivables. Mon cousin Francisco nous rendait visite à un autre moment de l'été, car nos parents ne voulaient pas surcharger mes grands-parents avec 2 enfants en même temps. Je restais toujours la première quinzaine de juillet. Ils venaient toujours la dernière quinzaine d'août. Leur maison avait 3 étages, mais le dernier étage était essentiellement un grenier avec une pièce transformée en petite chambre. La même chambre où mon père dormait quand il avait mon âge. C'est là que je logeais. Le plafond était incliné des 2 côtés, et il y avait une seule fenêtre donnant sur la cour et la forêt. Mes grands-parents se couchaient toujours tôt, généralement avant 21h. Mes parents m'avaient appris qu'il était impoli de rester éveillé après qu'ils se soient couchés. Alors dès qu'ils me souhaitaient bonne nuit, je restais dans ma chambre en silence. Mais je me couchais rarement tôt. Je lisais à la lampe de poche ou jouais à la Game Boy pendant des heures. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire dehors. Le premier été s'est déroulé sans rien d'inhabituel, mais lorsque je suis revenue l'année suivante, des choses étranges ont commencé à se produire presque immédiatement. Lors d'une de mes premières nuits de retour, j'étais allongée sur mon lit en train de lire lorsque j'ai entendu des pas légers monter l'escalier du grenier. Ils n'étaient même pas lourds, loin de là, mais plutôt comme quelqu'un qui essayait délibérément de ne pas faire de bruit. Mes yeux se sont tournés vers la porte du grenier juste à temps pour voir la poignée tourner, puis la porte s'ouvrir d'environ 6 cm. Dès que j'ai vu le mouvement, j'ai éteint ma lampe de poche et fermé les yeux, faisant semblant de dormir. Honnêtement, je pensais que c'était ma grand-mère qui venait vérifier si j'allais bien. Elle était stricte sur l'heure du coucher, et j'avais peur qu'elle me gronde pour être restée éveillée tard. Mais après que la porte se soit ouverte, je n'ai plus rien entendu. Ni pas qui s'éloignait, ni le clic de la porte qui se refermait, rien. Finalement, la fatigue m'a fait m'endormir. Je me suis dit que j'avais dû manquer le moment où elle s'était éloignée, ou qu'elle était peut-être restée là à m'observer pendant un moment. Aucune de ces 2 hypothèses n'était réconfortante. Le lendemain matin, j'ai parlé des bruits de pas à mon grand-père. Il n'y a pas prêté attention, disant que la maison craquait parce qu'elle était vieille et que parfois des ratons laveurs s'introduisaient dans les murs. Mais son explication ne m'a pas semblé convaincante. J'étais sûre d'avoir vu la poignée tourner, et ses pas n'étaient pas lourds comme les siens, ni ceux d'animaux. 3 nuits plus tard, un nouvel incident s'est produit. Je me suis réveillée, ou j'ai cru me réveiller, avec mon lit qui tremblait légèrement, comme si quelqu'un avait posé ses mains sur la structure. Au pied de mon lit se tenait une silhouette. Je pouvais distinguer les contours d'un corps, mais pas le visage. Je ne savais pas si c'était ma grand-mère ou mon grand-père, mais qui que ce soit, il était simplement là, immobile. Terrifiée, j'ai fermé les yeux très fort et j'ai compté silencieusement jusqu'à 100. Quand je les ai rouverts, la silhouette avait disparu. J'ai essayé de me convaincre que c'était un rêve, mais quelque chose semblait étrange. Et quand je me suis réveillée le lendemain matin, la porte de mon placard était ouverte, alors que je me souvenais clairement l'avoir fermée avant de m'endormir. Ce détail a ébranlé ma confiance dans l'explication selon laquelle ce n'était qu'un cauchemar. Cela m'est resté tellement en tête que j'ai commencé à me convaincre que ma grand-mère entrait dans ma chambre la nuit. Cela semble ridicule maintenant, mais à l'époque, c'était la seule explication qui semblait vaguement plausible. Des incidents étranges ont continué à se produire pendant le reste du voyage. Des ombres devant la porte, des pas légers, des portes de placards ouvertes. Le sentiment d'être observé. Lorsque mes parents sont venus me chercher pour rentrer à la maison, j'étais très soulagée de partir. J'ai tout raconté à ma mère pendant le trajet en voiture. Elle a ri gentiment et m'a dit que ma grand-mère bougeait à peine une fois endormie. Elle a attribué tout cela aux vieilles maisons, à l'imagination fertile et à l'ennui. Elle a également mentionné que Francisco, mon cousin, ne s'était jamais plaint de quoi que ce soit de étrange. En entendant cela, j'ai eu l'impression que j'exagérais peut-être les choses dans ma tête. L'été suivant, les mêmes événements se sont reproduits. Des bruits de pas, quelqu'un ouvrant légèrement la porte, une silhouette immobile dans l'obscurité.
Je n'ai jamais vu de visage, mais je me suis convaincue que ce devait être ma grand-mère. J'ai commencé à me coucher plus tôt, essayant d'éviter la possibilité d'être témoin d'autre chose. Finalement, mes parents ont cessé de m'envoyer là-bas. J'ai grandi, et une partie de moi était reconnaissante de ne plus jamais avoir à y retourner. Mes grands-parents sont décédés à quelques semaines d'intervalle pendant que j'étais à l'université. À l'enterrement, Francisco et moi avons discuté pour la première fois depuis des années. Je lui ai tout raconté. Les pas, la silhouette dans le noir, l'armoire ouverte. Il m'a écouté en silence, puis a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Ce n'est rien, ça me touchait moi aussi. Il m'a dit que, quoi que ce fût, cela lui caressait le visage. Le matelas s'affaissait à côté de lui, comme si quelqu'un s'était assis. Et parfois, une main, calleuse, rugueuse, qui n'avait rien à voir avec les mains douces et vieillissantes de nos grands-parents, lui en serrait le poignet. Nous n'avons plus jamais abordé le sujet. Quand j'avais 9 ans, avant tout cela, je vivais avec mes parents dans une maison étroite, coincée entre 2 autres identiques. De ma chambre, je pouvais voir directement les fenêtres supérieures de la maison derrière la nôtre. Un après-midi, j'ai levé les yeux et, pour la première fois, il y avait vraiment quelqu'un là-haut. Une fille de mon âge était à la fenêtre. Queue de cheval, pull jaune, visage pâle. Elle m'a fait signe. Et à partir de ce jour-là, tous les après-midi, elle me faisait signe. Et tous les jours après l'école, elle était là, toujours à 15h30, toujours vêtue du même pull jaune. Nous jouions à travers la vitre. Elle me montrait des dessins. Je devinais ce qu'ils représentaient. Je lui montrais mes devoirs. Elle me faisait signe que c'était bien ou pas. Les jours les plus chauds, j'ouvrais ma fenêtre, mais elle n'ouvrait jamais la sienne. Elle se contentait de pointer son oreille, comme si elle n'entendait pas à travers la vitre. Une nuit, à 2h du matin, un bruit m'a réveillée. Elle était à la fenêtre, sans sourire, suppliante, les mains jointes, articulant des mots que je ne pouvais pas entendre. J'ai eu peur et je suis retournée me coucher. Elle a disparu pendant 3 jours après cela. La 4e nuit, les bruits sont revenus. Ses mains étaient appuyées contre la vitre. Sa bouche bougeait. Son souffle embuait la fenêtre, ce qui était étrange pour le mois de mai. Elle continuait à articuler les mêmes mots. Cela ressemblait à « aidez-moi ». Puis elle a fait un pas en arrière, et j'ai vu une tache sombre sur son pull jaune. Ce n'était pas de la peinture, ce n'était pas de la saleté, c'était quelque chose de pire. J'ai couru dans la chambre de mes parents en pleurant. Mon père a regardé par ma fenêtre, mais elle avait disparu. Mes parents ont insisté sur le fait que c'était un cauchemar et m'ont renvoyée au lit. Le lendemain, elle n'est pas venue à 15h30. J'ai sauté par-dessus la clôture arrière et j'ai parlé à Madame Murphy. Quand je lui ai posé des questions sur la fille à la fenêtre, son visage a changé instantanément. Elle m'a demandé depuis combien de temps je la voyais, à quoi elle ressemblait, pourquoi je pensais qu'elle vivait là. Puis elle m'a dit de rentrer. Ce soir-là, mes parents ont éloigné mon lit de la fenêtre. Ils ont installé des rideaux épais pour bloquer la lumière. Ils ont refusé de m'expliquer pourquoi. Ma mère m'a dit que j'étais trop vieux pour avoir des amis imaginaires, mais je savais que ce n'était pas mon imagination. La fille a cessé d'apparaître après cela. 1 an plus tard, nous avons déménagé. Ce n'est qu'au lycée que ma mère m'a finalement raconté ce que Madame Murphy avait dit. Les anciens propriétaires avaient une fille. Elle s'appelait Jenna. Elle avait 11 ans lorsqu'elle a été renversée par une voiture devant la maison, juste après l'école. Elle portait un pull jaune. La famille a déménagé peu de temps après. Lorsque les Murphy ont acheté la maison, ils ont essayé d'utiliser la chambre du 3e étage, mais des choses continuaient à se produire. Ils ont fini par sceller la chambre. Ma mère ne savait pas ce qu'étaient ces choses. Madame Murphy était très spirituelle et n'a pas donné de détails. J'ai 34 ans aujourd'hui. Je vis dans une maison où aucune fenêtre ne donne sur un autre bâtiment. Ce n'est pas un hasard. J'ai fait des rêves au fil des ans. La petite fille est toujours là, mais elle ne sourit plus jamais. Et rien de ce qui s'est passé n'a d'explication.